Bonjour et bienvenue à John Egan et son histoire, une série de capsules vidéo pour commémorer John Egan en tant que baron du bois de l'Outaouais et le 175e anniversaire de son élection en tant que premier maire d'Elmer en 1847. Je m'appelle Isabelle Demel, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. La production de ces capsules vidéo a été rendue possible grâce au programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Notre invité dans cette vidéo est M. Roger Blanchette, professeur et historien bien connu dans la région. M. Blanchette vous parlera aujourd'hui de l'industrie forestière à l'époque de John Egan. Bonne écoute. Bien, parler de l'Outaouais, c'est nécessairement parler de l'industrie forestière, parce que l'industrie forestière est née en Outaouais et on peut dire que l'industrie forestière a créé l'Outaouais, d'une certaine façon. Ça a commencé avec Philemon Wright, tout simplement, vers 1800, donc l'Américain qui s'était fait concéder le territoire par le gouvernement. Et tant qu'il s'est arrivé ici, lui, il venait pour faire de l'agriculture. Mais toute la région, c'était une immense forêt, avec surtout du pin blanc, du pin rouge, du chêne aussi, mais c'était une immense forêt. Donc, avant de faire l'agriculture, il faut commencer par défricher. Donc, il a commencé avec sa famille, mais au même moment, c'est-à-dire à la même période, en Europe, c'est les guerres de Napoléon. Napoléon qui est en guerre contre l'Europe au complet et qui conquiert l'Europe au complet, sauf l'Angleterre. Mais il est en conflit avec l'Angleterre. Donc, il va instaurer ce qu'on appelle le blocus continental. Il va fermer, étant donné qu'il contrôle pratiquement toute l'Europe, il va fermer tous les ports européens au commerce anglais. Ce qui est catastrophique pour l'Angleterre, bien sûr, surtout pour le bois. Parce qu'à cause de sa flotte, qui est la force, dans le fond, de l'Angleterre, elle a besoin énormément de bois, et particulièrement de pin blanc. Parce que le pin blanc, c'est le bois qu'on utilise pour la construction des bateaux. Donc, Philemon Wright va saisir l'occasion, tout simplement, et quand il a défriché, il va oublier l'agriculture assez rapidement et il va se lancer vraiment dans l'exploitation forestière. Et puis, il va mettre en place tout le système qu'on connaît, là, les chantiers, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens ici, donc il va recruter des jeunes dans la vallée du Saint-Laurent, des jeunes hommes qui viennent passer l'hiver dans les chantiers, toujours sur le bord d'une rivière. Les chantiers sont toujours sur le bord d'une rivière. Ensuite, pour les différentes rivières, bien, on va avoir la drave. Les rivières, dans le fond, vont servir d'autoroute pour le bois. Et après ça, il faut l'envoyer jusqu'à Québec, parce que le marché, c'est l'Angleterre. Donc, il faut envoyer les bio jusqu'à Québec et de là, ça rentre en Angleterre. Donc, ça va être le système qu'on appelle les cages. Okay? Les cages. Donc, des espèces d'immenses radeaux là, qui vont descendre la rivière jusqu'à Québec. Ça, c'est le bois équarri. Parce que c'est important de comprendre que quand on parle de l'industrie du bois, il y a 3 étapes, si on peut. Là. La première étape, c'est celle-là, c'est le bois équarri, et le marché, c'est l'Angleterre. Les différentes étapes ne s'excluent pas une de l'autre, mais ils vont se chevaucher, mais la première, c'est le bois équarri. Donc, Philemon Wright commence, et très rapidement, il va y avoir d'autres hommes d'affaires qui vont venir s'installer ici, surtout des Américains encore, des Écossais, beaucoup d'Écossais, quelques Irlandais protestants, qui vont venir s'installer aussi, puis ils vont créer leur propre chantier, si vous voulez. Et donc, ça va donner naissance à une classe, appelons ça comme ça, d'hommes d'affaires qu'on va appeler les barons du bois. Les barons du bois. Et justement, c'est là que John Egan va arriver. John Egan va être un des principaux barons du bois. Son histoire est vraiment intéressante parce que, oui, il fait partie des barons du bois, mais il est différent des autres. Il y a des particularités il va être très innovateur, autrement dit. Donc, bon, John Egan, pour le situer, c'est un Irlandais, qui arrive vers 1830 à peu près, et il va travailler comme commis, justement pour un homme d'affaires qui est dans le commerce du bois, dans le canton de Clarendon, dans le Pontiac. Il commence là comme commis, tout simplement. Commis aux approvisionnements. Il va apprendre le métier très vite et il va décider de se lancer à son propre compte. Donc, il va ouvrir un magasin à Elmer, ici, un magasin pour approvisionner les chantiers.
Mais il va progresser très, très rapidement. Il va participer à la création de ce qu'on appelle le Ottawa Lumber Association. Parce qu'à l'époque, on est dans le Canada uni. Hein. Il n'y a pas d'Ontario puis de Québec. Là, donc, il va adhérer à cette association-là. Et il va acheter pas acheter, mais c'est donner des concessions des deux côtés de la rivière. Des deux côtés de la rivière. Et là où il est original, c'est que ça va être le premier à créer une entreprise intégrée, ce qu'on appelle l'intégration. Autrement dit, il ne fait pas juste couper les arbres. Il fait toute la chaîne d'approvisionnement. Il va acheter, par exemple, une ferme du côté d'Ottawa, bonne chère. C'est un peu bizarre comme nom pour une ferme, là. Une grande ferme bonne chère, parce que ça prend de la nourriture, des chevaux, des bœufs pour les chantiers. Donc, il va produire ça, c'est une immense ferme, pour alimenter ses chantiers, mais aussi les chantiers des autres. Puis, bien sûr, il va avoir des chantiers, encore là, des deux côtés de la rivière. D'ailleurs, en passant, la ferme bonne chère dont je parlais, c'est là que va naître la ville d'Eganville, qu'on trouve en Ontario. Donc, il va avoir des chantiers des deux côtés de la rivière. Donc, il approvisionne ses propres chantiers. Il a ses propres chantiers avec ses bûcherons. Et là, il faut acheminer le bois. Donc, au début, il commence dans le bois équarri aussi. Mais lui, il va se spécialiser, surtout dans le pain rouge, qui est beaucoup plus rare que le pain blanc, mais beaucoup plus payant. Donc, il va se spécialiser là-dedans. Et là, dans les années 1840, là, tu as la deuxième étape du bois de l'industrie du bois qui va apparaître, ce qu'on appelle le bois de sciage. Parce que, bon, l'Outaouais, Ottawa se développe de plus en plus. On a besoin de bois, et surtout pour le marché américain. Les États-Unis ont besoin de... On parle de planches, dans le fond, le bois de sciage. Donc là, il va se lancer là-dedans aussi. Il va construire une immense scierie à Rapide-des-Chats, au Rapide-des-Chats, qui était considérée comme la plus vaste scierie à son époque. Il va en construire aussi du côté d'Ontario, du côté d'Ottawa. Donc, il va y avoir plusieurs scieries. Mais là, maintenant, il faut l'acheminer. Fait qu'il va acheter 2 bateaux. Il va faire 2 bateaux à vapeur. C'est John Molson qui était le producteur de bateaux. Il va acheter 2 bateaux. Il crée des compagnies aussi. Il s'associe toujours avec d'autres. Il va acheter 2 bateaux pour acheminer les planches de la Rapide-des-Chats jusqu'à Elmer. Okay. Mais là, au Rapide-des-Chats, il va falloir amener le bois, justement, puis dans l'autre sens aussi, les approvisionnements. Donc, il va construire un tramway sur rail, tiré par des chevaux, pour passer le rapide. Donc, il contrôle vraiment toutes les étapes là, de l'industrie. Et on parle de lui, d'ailleurs, dans les revues économiques de l'époque. On le donne un exemple. On dit que c'est un pionnier, qui est le premier à vraiment créer une entreprise intégrée à ce point-là. Okay? On va même l'appeler le Napoléon de l'Outaouais. Donc, il va jouer... Mais curieusement, c'est une autre caractéristique aussi que je l'ai mentionné. Je parlais d'associés tantôt. Il n'est pas le seul à s'être associé avec d'autres, mais lui, ce qui est particulier, c'est que presque tous ses principaux associés n'étaient pas des hommes de la région. Ils étaient des gens de Québec, des marchands de Québec francophones. Je n'ai pas trouvé d'autres cas semblables dans la région. Parce qu'il y a un nommé Aumont, par exemple, il s'associe souvent avec lui, un nommé Le Mesurier aussi, et d'autres, mais c'est toujours des marchands de Québec. J'ai pas trouvé, il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'hommes d'affaires de la région. Un des principaux promoteurs aussi du début du chemin de fer. Malheureusement, il n'aura pas le temps de voir le résultat parce qu'il va décéder en 1857. Mais c'est vraiment un pionnier dans tous les domaines. C'est ça qui est frappant. Comme je dis, il y en avait plein d'hommes d'affaires dans la région, là, mais lui, il a un cachet particulier, disons. Puis il va aider aussi, juste en terminant, il va aider aussi plusieurs hommes d'affaires d'Elmer, qui vont devenir des hommes d'affaires connus. Il va les aider à débuter, comme par exemple, on parle de Ritchie, par exemple. C'est un exemple. Il va s'associer avec lui pour aussi l'aider. En fait, c'est tout le groupe qu'on va retrouver pratiquement au premier conseil de ville d'Elmer, qu'on va retrouver là.